Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre mercredi d'histoire à la Haute-Saint-Charles du mois de mars 2025. Je vais fermer le rideau. C'est bon? Ça sera pas là. Parce qu'on est aussi en direct sur Zoom. Bonjour au monde sur Zoom. Alors, bonsoir à toutes et à tous officiellement. Bonsoir aux gens qui nous regardent à distance sur Zoom. Et bonsoir à ceux et celles qui vont nous regarder en reprise sur YouTube. Alors, je me présente Mario Bussier, je suis le président de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour notre cinquième mercredi d'histoire de la saison 2024-2025. Alors, les mercredis d'histoire, il y a des personnes qui sont ici pour la première fois. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis super content de vous voir. Je vous explique le concept. Ça a débuté en 2009, alors que je présidais les conseils d'administration de la Société d'histoire. Il y avait des gens qui jasaient, qui décrochaient, qui disaient mon grand-père vivait à telle place à la maison, à tel, il y avait un commerce, oui, mais ça partait comme ça. Et là, je me suis dit, il faut récupérer cette énergie-là afin de l'utiliser et d'en tirer profit. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire des soirées pendant lesquelles on présente des archives, entre autres, et pendant lesquelles on fait jaser le monde. Alors, l'idée, c'est d'intervenir si vous avez le goût de le faire, parce que j'ai comme idée, comme principe que avec le groupe, on en sait plus collectivement qu'individuellement. Puis des fois, une petite question, une anecdote, un commentaire nous fait ouvrir une piste de recherche sur quelque chose qu'on ne soupçonnait pas. Alors, libre à vous de lever la main, d'intervenir et de je donnerai la parole et on essaiera collectivement d'en savoir davantage. Je salue aussi la présence de mes collègues du conseil d'administration. D'abord, Denis Paul, vice-président à l'arrière. On a aussi Francine Trudel qui était à l'accueil, notre secrétaire. Notre trésorière Lucie Roy, les administrateurs Michel Turcotte, Bernard Poirier et la technique devant moi et derrière la caméra, Hugo Chouinard. Alors, bonjour Hugo. Alors, merci à tous d'être là, toutes et tous d'être là. Puis, bien, ce soir, en fait, je vais vous faire découvrir un outil des Archives nationales du Québec. Donc, BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, offre plusieurs outils à utiliser pour faire des recherches. Et celui de ce soir, en fait, n'a jamais été présenté. J'en ai présenté plusieurs autres avec le temps. Et celui de ce soir, bien, va vous permettre peut-être d'investir beaucoup de temps à faire des recherches sur des affaires que vous ne soupçonniez pas que vous pouviez faire. Alors, libre à vous d'investir le temps que vous voulez par la suite si vous avez le coup de le faire. Alors, donc, je vais parler de plusieurs documents, en fait, dont les informations qui s'y trouvent ont permis de construire un outil de recherche qui est utilisable aisément en ligne par le commun des mortels gratuitement et qui nous permet d'en savoir un peu plus sur notre histoire carcérale, dont on connaît peu de choses, bien sûr, vous le savez bien, mais qui nous permet de savoir bien plus que simplement l'histoire carcérale de notre territoire. Évidemment, l'outil de ce soir couvre l'ensemble de la grande région de Québec et pas seulement le territoire qui est le nôtre, qui s'appelle la Haute-Saint-Charles, mais j'ai évidemment extrait des informations particulières sur le territoire de la Haute-Saint-Charles, juste pour vous ce soir, bien sûr. Évidemment, pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps déjà, vous connaissez sans doute notre plus célèbre prisonnier, Nicolas Ledoux-Dilatreille, bien sûr, qui a été incarcéré et comment dire, interrogé au mois de novembre 1704 à la suite d'un épisode dramatique, j'oserais dire, sur le secteur du rang Saint-Jacques, de la côte Saint-Jacques, alors qu'il revenait du Moulin des Mers avec son voisin François Chartré. Il l'a battu à coups de bâton, ce qui a fait une fente dans le crâne de François Chartré, son voisin. Et en tout cas, il a été incarcéré dans les prisons de Québec, mais on ne parlera pas de la même prison à ce moment-là, puisque celle-là était une prison du régime français et qui se trouvait au palais de l'intendant. Donc, il y a eu plusieurs prisons dans l'histoire de la région de Québec.
Et dans ses premières prisons, évidemment, c'était au palais de l'intendant. Le palais de l'intendant qui n'existe plus, mais qui se trouvait donc dans le bas de la côte, la côte du palais. C'est la retenir, hein? Voilà, j'ai eu quand même un blanc. La côte du palais, d'où le nom, le palais de l'intendant. Tu me suis? Ouais, c'est ça. Alors, se trouvait le palais de l'intendant et Nicolas Ledoux dit la Treille, un des pionniers durant Saint-Jacques, s'est retrouvé là à subir quelques questions. Et finalement, il va être banni de la région de Québec. Il y a eu 19 enfants. Sa dernière femme de laisser. Il a demandé la séparation de corps à un personnage fabuleux. Vous aimeriez connaître davantage. Tiens, j'ai déjà parlé de lui quelques fois, mais je ne parlerai pas de lui ce soir. Tire-moi pas, là. Demande-moi pas de. Concentre-toi, là, société d'histoire, s'il te plaît. Alors, ce soir, je vais te parler d'un registre des prisons de Québec entre 1813 et 1914. Pourquoi entre 1813 et 1914? C'est parce que le registre, il couvre ces périodes-là. C'est pas moi qui l'ai décidé. C'est cet outil-là que je vais te parler. Alors, je vais t'introduire ce soir. Alors, le registre des personnes incarcérées dans les prisons de Québec de 1813 à 1914 est une base de données des Archives nationales du Québec. Son contenu est accessible en ligne aisément et reste une source d'information capitale en histoire locale, entre autres. On peut en savoir vraiment plus. La base de données va cependant bien au-delà de l'histoire locale, notamment l'histoire éteintée par l'immigration forte au 19e siècle, ainsi que la circulation des biens et des personnes dans la ville. Tout ça fait en sorte que la base de données reflète l'effervescence de la région de Québec. On va le voir notamment quand je vais te présenter le registre tantôt avec l'origine, le lieu d'origine des personnes incarcérées qui sont vraiment nombreux. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors, la dite prison dont je vais te parler ce soir, tu l'as peut-être déjà visitée. Moi, j'ai déjà enfermé mes enfants. Ils sont ici présents ce soir, deux sur trois. Alors, mes deux garçons, j'en ai déjà enfermé deux, peut-être trois de mes enfants, qui sait, dans une des cellules de la prison qui se trouve sur les plaines d'Abraham, au Musée national des Beaux-Arts. Vous avez déjà visité le Musée national des Beaux-Arts, bien sûr, aller voir Hommage à Rosa Luxembourg, entre autres, mais aussi visiter la vieille partie de l'immeuble qui est la prison de Québec. Là, mon frère Guy lève la main, c'est dangereux. Guy, oui? Il ne voulait pas les garder? Non, non. Malheureusement, il mangeait trop. Alors, c'est pour ça qu'il ne voulait pas les garder. Alors, donc, on a une représentation ici, un dessin donc, de la prison avant l'ajout du musée, bien sûr, là, que vous connaissez un peu mieux, mais c'est toujours accessible aujourd'hui pour le public, visitable et visité, bien sûr. Il y a aussi. Oui, c'est le monument à Wolfe. Bravo pour ton regard, Michel. Tu as bien raison. 10 monuments qu'on aime beaucoup, bien sûr. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce n'est pas l'unique prison. Il y en aura une autre aussi à l'intérieur des murs de la Ville de Québec, qui est la prison qui se trouve aujourd'hui au Modern College. Alors, qui se trouve là sur la chaussée des Écossais. Alors, qui est une prison là, qui a été utilisée également au 19e siècle et qui est aussi encore aujourd'hui le siège de notre cousine, Société d'histoire, la Literary and Historical Society of Quebec, qui est la plus vieille société d'histoire de la région de Québec. Donc, la société d'histoire beaucoup anglophone, là, mais de l'histoire anglophone de la ville de Québec. Bon. Donc, on a pendu des gens aussi à cet endroit-là. Là, vous aviez la porte d'entrée, il y avait un petit balcon, puis c'est ça. Tout simplement. Voilà. Ça dégoûte. Alors, ça dégoûte de savoir que des gens comme t'es pas là, qu'est-ce que tu penses? Alors, une petite recherche. Alors, si tu tapes, tu vas pianoter dans Google ce soir en arrivant chez toi, tu vas pianoter registre des prisonniers de la région de Québec. Tu vas tomber directement sur l'outil, puis en cliquant sur la première entrée dans Google, tu vas tomber sur cet outil-là. Donc, je t'ai fait une capture d'écran de la page d'accueil de l'outil. Alors, qui permet de faire une recherche dans le registre des prisons. C'est terminé le registre jusqu'en 1907 et on a ajouté, on a bonifié le registre jusqu'en 1914, le 19 décembre 2022. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis, là, mais sur la page d'accueil du registre là, de l'outil,
il y a l'ensemble des bénévoles qui ont travaillé à indexer, je ne sais pas comment on appelle ça précisément, là, à travailler à l'indexation, on pourrait dire ça, de l'ensemble des données qu'on y trouve pour qu'il y ait un moteur de recherche qui soit utilisé et utilisable. Parce que sinon, c'est un livre, il faut que tu tournes les pages, puis c'est chronologique à partir de 1813, page par page, page par page. J'aurais jamais pu t'en parler s'il n'y avait pas eu un outil comme ça qui avait été construit et qui est rendu accessible au grand public. Donc, avec l'outil de recherche, on peut chercher alors, les cases dans lesquelles on peut taper des choses, hein, le nom de famille, le prénom de la personne, le pays ou l'origine ethnique, l'âge, le métier, la taille, l'ordre d'incarcération par, donc la personne qui a donné l'ordre d'incarcérer une personne, le temps, la date d'incarcération, le délit, la condamnation, la date de libération, la raison de la libération, diverses remarques quand il y en a, la source ainsi que le lien vers la version numérique du registre. On peut aussi taper le lien directement de la version numérique du registre. Donc, c'est un ensemble de moyens de trouver de l'information. Si, par exemple, tu soupçonnes que ton arrière-grand-père a été incarcéré dans les prisons de Québec, je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai vu toutes sortes de délits en regardant ça. Pour vol, par exemple, tu pourrais taper son nom et tenter de trouver sa place dans le registre. Alors là, il va te le dire, la machine va te le dire si le nom que tu tapes, là, mettons que ça s'appelle, je ne sais pas moi, Alphonse Savard, par exemple, je ne sais pas qui, ou un nom même, ben, ils vont t'indiquer si il y a une donnée le concernant dans le registre. Voilà. Donc, l'outil de recherche, plusieurs moyens. Évidemment, là, vous allez voir tantôt que moi, ce que j'ai fait comme tâche, c'est de taper des noms, taper le lieu. Alors, dans la troisième case, là, pays ou origine ethnique, là, ben, ça inclut aussi le lieu d'origine de la personne. Hein? Puis moi, ben, je cherchais du monde ici. Et ici, ben, c'est pas toujours facile à nommer. Là. Ici, on est où ici? Là? On était à Loretteville, mais Loretteville, on commence à utiliser ça en 1913. On était à la Jeune-Lorette. La Jeune-Lorette, c'est confus, c'est pas clair si c'est au Village-Huron ou si c'est le reste du territoire. On est dans la paroisse Saint-Ambroise, mais ça, c'est le nom religieux. Ça devient un nom de ville en 1855 qui s'appelle le village, la municipalité de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois imaginatif dans le nom de lieu que tu tapes. J'ai joué avec ça, tu vas voir qu'est-ce que j'ai utilisé tantôt. Bon, j'avais déjà des personnes que je savais qui avaient été incarcérées aussi, là. Je les ai utilisées pour les trouver directement, éventuellement. Bon. Je t'ai mis une image ici là, du registre, là, on voit pas très bien. C'est le registre des écrous, là, c'est le volume là, qu'il y a. Cette partie-là, là, de 1874 à 1880, là, il a 232 pages. Fait que quand tu sais que Damas Ouellette a été incarcéré en juillet 1880, hein, parce que tu le sais, mettons, là, mettons que je le sais. Mettons que je le sais. Fait que là, tu fermes ça, puis tu tournes les pages. Tu n'es pas sorti du bois. Hein? Ça, on faisait ça quand moi, j'étais à l'université, mettons, là. Hein, au 20e siècle, là, dans les années 90, tu n'avais pas d'outils comme on a aujourd'hui. Ça nous aurait donc fait sauver du temps d'avoir des outils comme ça aujourd'hui. Pardon? Fallait que j'aille aussi à la BNQ, bien sûr. Fallait que, à la bibliothèque de l'université, que je tire les petits tiroirs, c'est ce que je veux dire. Là. Ouais, ça t'a connu ça toi aussi. Hein, c'était de la recherche. Aujourd'hui, on a du monde qui fait des affaires qui nous rend la vie plus facile. Bien. Alors, j'ai une page ici du registre que tu ne vois pas partout très bien, mais c'est pour te donner une idée. Hein? Les deux pages, les deux côtés de la feuille, ça inclut une incarcération par ligne. Bon, là, je t'ai découpé le registre, là, tu vas le voir mieux là, dans les diapositives suivantes. Là. Mais chaque ligne, ça c'est la page 1 en 1874, là. Chaque ligne là, représente une personne, donc toutes les cases là, que tu as vues tantôt, là,
ben, on les découpe et on les décrit là, juste au bout à droite. Tu vois, là, c'est un peu modèle. En haut à droite, c'est écrit January, de janvier 1874. Justement, là, on va rentrer dans l'histoire sociale, là, OK? On est vraiment là, dans la vie quotidienne là, des gens, là, dans les critères nous permettant de décrire les personnes, à la limite de les discriminer. Là. Tu vois ici, là, ce qu'on a, là, c'est le haut du registre, là, donc les cases. Premièrement, là, le numéro au registre, là, 1, 2, 3, 4, 5, c'est les premiers, tu as vu à gauche complètement. Après ça, tu as. J'ai fait ta plage 212. La 212, c'est les étudiants, c'est vrai. Société d'histoire. C'est tout en anglais. Hein? Au 19e, là, tout ça est tout en anglais. D'accord? Même si on incarcère du monde en français, tout ça est géré par l'anglais. Okay? Apparemment, mon grand-père disait, je n'ai jamais parlé, il est mort avant que je naisse, mais je me suis fait dire ça par mon père qui avait entendu son père parler. Il disait pas apparemment, il disait, nous autres, on est des Canadiens. Les autres, c'est des Anglais. Apparemment, il disait ça, mon grand-père. J'ai jamais entendu parler, mais c'est ça. Les informations. Donc, native of, mais où? Alors, tu as la carte Canada, England, Irlande, Scotland, United States, puis autres. OK? Alors, là, on ne verra pas le détail là, de l'ensemble de tout ça, mais on a inscrit les personnes d'après leur lieu de naissance. Alors, ça teinte un peu au 19e, on est en 1874. Ça teinte un peu le monde qui passe ici, là, à Québec. Hein, quand on décide de dire ben, tu viens-tu du Canada, c'est correct, de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Écosse ou des États-Unis, puis il y a une case autre. D'accord? Ça nous indique un peu quel était le visage de l'immigration à l'époque. Donc, on est à l'époque aussi, là, tu sais, de grosses îles, puis tout ça, là, tu comprends, là, une immigration forte après la conquête, après l'arrivée loyaliste également, après le traité de 1783 rendant l'indépendance aux États-Unis, construite l'indépendance sur des idées de liberté et d'égalité. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, on demande l'âge ici, on discrimine à 16 ans, donc moins de 16 ans, plus de 16 ans, hommes, femmes, puis on indique l'âge. Tu vois, là, ici, là, tu as un petit gars de 9 ans. Hein? Âge, under 16, 9, 9. Quel âge vous avez, les gars, déjà? 12 puis 10, c'est bon. Après ça, on a l'occupation. Donc, on indique quel était le métier de la personne, la première personne incarcérée. Prostitute. Alors, vous voyez bien. Alors, le deuxième, je ne sais pas certain de pouvoir le lire, mais après ça, il y avait laboureur, etc. Il y a plein de métiers comme ça. Mais ça tourne tout le temps, souvent autour de fermiers, laboureurs, et il y a beaucoup aussi de prostitutes. Résidence Québec, là, tu vois ici, ben là, je te clique pas juste le haut pour que tu puisses voir. Donc, Résidence Québec. Ici, on a Saint-Michel. Alors, ça, c'est probablement Saint-Michel de Bellechasse, j'ose imaginer. Donc, ça, c'est les premières cases en haut. Les deuxièmes cases, ensuite, c'est la religion. Donc, à gauche, complètement, tu as une religion catholique, religion d'Angleterre, Church of Scotland, autres presbytériens, méthodistes et autres dénominations. Hein? Ça, mettons, juifs et autres. L'état civil, marié, non marié, homme-femme. Éducation, read and write, c'est lire et écrire. Alors, pas pantoute, pas ben, bien, puis très bien. Tu vois que socialement, on pourrait faire une étude puis dire, ouais, le monde qui est incarcéré, là, juste avec ce petit échantillon, hein, c'est toutes des pas pantoutes. Y aurait-il un lien à faire entre je sais lire, je sais pas lire et je suis incarcéré ou non? Il y aurait de quoi à faire avec ça plus largement. Tu comprends?
que les prisonniers de Saint-Ambroise de la Générale. Après ça, les habitudes morales, ça, c'est la boisson. Hein? La tempérance ou l'intempérance. Hein? Première catégorie, t'es-tu tempérant? Tempéré, je ne sais pas comment dire. Hein? C'est-à-dire que tu tempères, tu ne bois pas. OK? La croix de la tempérance, ça dit quelque chose? La croix noire, accrochée chez vous, là. Hein? Tu la connais? On en a une ici à côté. Si tu n'es pas certain, tu viendras, on va te tempérer. La deuxième phrase, intempérant. C'est drôle, là. Là aussi, on pourrait faire une corrélation entre t'es emprisonné et t'as le coude léger. Après ça, autre habitude. Là, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire dans tout ça. Là. Si j'étais Donald Trump, je dirais que c'est le fentanyl. Après ça, tu as le nom de la personne. Alors, ben là, tu sais, paix à son souvenir. Clarisse Marcotte, on a vu son métier tantôt, là, pour vrai. Alors, tu as les noms des personnes ensuite. Ouais, c'était des frères. Hein? Il y avait 15 puis 9. Deux frères. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas regardé ça en détail. Là. Ils ont dû voler quelque chose. D'après moi, c'est pas ça. Alors, ça, les autres cases. Donc, tu as le numéro dans le registre, donc le même numéro que tantôt. Après ça, tu as la date de l'incarcération. Donc, on est en 1874, puis c'est chronologique, donc c'est janvier 2, ça commence. Après ça, tu as l'offense. Puis là, ben, tu sais, il y a toutes sortes d'offenses. Elle, c'est écrit, là, la prostitute, là, c'est écrit loose, idle, and disorderly. Elle est désordre. Idle, moi je pensais que c'était juste un auto qui pouvait être idle. Puis loose, égaré. Lousse, je ne sais pas. En tout cas, légère peut-être. Sinon, en bas complètement, le numéro 9, c'est assaut. Vous voyez, donc c'est ça l'offense. Après ça, on a l'autorité, donc la personne qui demande d'incarcérer. On a la sentence, donc c'est souvent en mois. Okay? Donc la prostitute, c'est 1 month, 1 mois en haut. Vous voyez, 1 month, 2 months. Tu sais, c'est léger, là. 1 mois en prison, dans la petite cellule. C'est pas large, hein? C'est ça. Ça peut être long, hein? Comme dirait André Fortin, les colocs. La vie, c'est court, mais c'est long, des petits bouts. C'est ça. Les dernières catégories, ben, c'est la date de discharge, donc la libération et la raison de la libération. Ici, on a time expiré. Donc, tu as fait ton mois, on te libère, c'est tout. Et après ça, on indique s'il y a des remarques et tout ça. Donc, tu as ces catégories-là pour toutes les incarcérations. Je te rappelle qu'il y a 232 pages pour le 1874 à 1880, puis qu'il y en a à peu près 50 fois 232 pages pour 6 ans, puis nous autres, on couvre 100 ans. Donc, il y a du monde incarcéré en tabarouette, hein, c'est ça. Mais ça roule, hein? Un mois. Hein? C'est ça. Comment? Ça crée l'ouvrage. Il y a sûrement des abonnés. Il y a sûrement des... Certainement, André. Il y a sûrement des abonnés? Oh que oui! Alors, nos prisonniers à la Haute-Saint-Charles. Comment la Haute-Saint-Charles, ça n'existe pas à cette époque-là. C'est une invention de la Ville de Québec en 2002. L'idée de la Haute-Saint-Charles, mais c'est le territoire de la paroisse Saint-Ambroise de Joliette essentiellement. La Ville de Québec n'a rien inventé, vous le savez. Alors, s'ils m'avaient écouté, ils auraient su que l'arrondissement qu'ils ont inventé, c'est le territoire de l'ancienne paroisse de Saint-Ambroise de la Haute-Saint-Charles. Alors, j'ai donc utilisé l'outil pour le questionner sur les prisonniers qui habitaient à la Haute-Saint-Charles. Et pour effectuer ma recherche, j'ai utilisé l'expression Saint-Ambroise dans le moteur de recherche, dans le pays d'origine ou le lieu d'origine. Alors, voilà, on va voir qu'est-ce que ça a donné comme information. Alors, vous voyez ici, regardez, je vous l'ai montré, entre en rouge, j'ai écrit Saint-Ambroise dans la case pays ou origine. Ça a marché. Parce qu'au début, là, ça ne marchait pas.
Parce que j'ai tapé avec plein d'autres mots, et tout ça, puis ça ne fonctionnait pas. Puis je me suis dit, comment je vais faire pour faire un mercredi d'histoire sur les prisonniers de la Haute-Saint-Charles sans être capable de les trouver? Hein? Fait que, à un moment donné, j'ai trouvé comment les trouver. Nous autres, on est super bons en histoire pour faire ça. On est des détectives du passé. J'ai réussi. Alors, j'arrive donc à un résultat de 42 inscriptions. Donc, de 1813 à 1914, il y a 42 personnes. C'est pas tant que ça, proportionnellement. 42 personnes, mais il y a des abonnés. 42 inscriptions différentes de personnes dont l'origine est Saint-Ambroise, c'est-à-dire le territoire de l'arrondissement, ou plus ou moins de la Haute-Saint-Charles, incluant probablement le secteur de Wendake aujourd'hui. Alors, donc, 42 résultats, et ils nous apparaissent en ordre chronologique. D'accord? Alors, je t'en ai choisi quelques-uns. À chaque fois qu'on a un résultat, on a une fiche résumée qui est probablement construite à partir des données rentrées par les bénévoles de nos clients. On va dire ça comme ça. J'ai choisi le quatrième parce que je le connaissais, Ambroise Cardinal. On va t'en parler tantôt. C'est l'histoire des têtes qui roulent. Là. Ça va, je sais pas si... En tout cas, je vous mettrai à jour. Alors, Ambroise Cardinal, le quatrième dans ma liste. Alors, son nom, Cardinal, prénom Ambroise, natif de Canada, résident de Saint-Ambroise, âge 37, occupation farmer. On s'entend, son poids, on ne l'a pas. Lors de l'incarcération par M. Markson, son temps, on ne l'a pas indiqué. Sa date d'incarcération, c'est le 24 mars 1870. Délit, meurtre. Ça va pas bien. C'est dans mon plus intense, on va dire ça comme ça. C'est le plus grave cas que j'ai rencontré. Il n'est pas resté longtemps, ouais, non, c'est ça. On va deviner pourquoi éventuellement. Donc, jusqu'au 30 mars, il a été libéré le 19 avril. Donc, sexe masculin, religion catholique, marié, éducation, lire et écrire, quand même. Ni un ni l'autre, on a dit ni un ni l'autre, ouais, c'est ça. Aucun, c'est pas avec finalement. Il est sobre, c'est important. Puis ben, on a la cote de la source et le lien en cliquable pour aller dans le registre. Quand tu utilises cette fiche-là que tu interroges et que tu as une autre personne qui t'apparaît comme ça, tu peux cliquer, tac, sur le lien qui apparaît en bas dans la version numérique du registre. Puis là, ben, tu as le gros volume qui t'apparaît de 232 pages. Mais là, comme tu connais la date, tu sais que c'est chronologique, ben, tu peux tourner les pages puis aller au bon endroit. C'est relativement assez facile à utiliser. Ouais, c'est page 145. On a dit que la feuille, donc ça nous donne, ça nous aide. Bien. Donc, là, je suis allé la chercher, Ambroise Cardinal. Donc, Ambroise Cardinal, c'est le dernier là, que tu vois en bas. C'est drôle parce que ici, là, je ne sais pas si tu vois bien, là. Ici, il y a son frère, le Joseph Cardinal, qui aussi est incarcéré au même moment que lui, en même temps que lui. Bon, écoute, le cardinal, c'est ça. Alors, comme tu vois, là, le moyen de les trouver pour moi, c'est Saint-Ambroise. Tu vois que sa résidence est la barrière ici, Saint-Ambroise. Ils sont farmers, comme tu le vois. Ils ont 32 et 37 ans. On a dit leur âge. Et ben voilà. Bon, c'est le registre qui explique leur incarcération. C'est-à-dire qui était à peu près sur le lot de 173-175. Alors, Bernard nous dit où ils habitaient. C'est un peu stagé sans qu'on se soit parlé, Bernard et moi. Je me doutais bien que Bernard allait nous en parler. On commence entre nous autres à se parler en numéro de l'eau, là, du cadastre de la paroisse. Alors, 273 environ? Oui, un petit peu au nord. Au nord des 40 arpents. Ils habitaient au nord des 40 arpents. Environ. En tout cas, c'est une histoire dantesque, le meurtre derrière leur incarcération. En tout cas, je t'en parle plus.
Alors, donc, on a la suite du registre, c'est toujours les deux dernières lignes du bas. Donc, on voit que c'est indiqué à gauche dans l'enfance meurtre. Donc, les deux frères cardinaux. Puis, bon, la personne qui les a fait incarcérer, tout ça, etc., etc. Bon, ils ne sont pas restés en prison longtemps. C'est bizarre, j'ai pas fini de fouiller l'affaire au complet. À un moment donné, j'ai comme des projets, puis à un moment donné, j'en ai d'autres, puis ça arrête, là, mais enfin. Mais ce qui est intéressant avec cette donnée-là, puis ce que je vous invite à faire, si vous avez le goût de chercher avec cet outil-là, c'est quand tu sais ça, tu as été incarcéré, évidemment, moi, le premier réflexe que j'ai eu, ben, eux autres, je les connaissais, c'est un peu faux ce que je te dis, mais le premier réflexe que j'aurais, c'est d'aller voir ce nom-là, Ambroise Cardinal, dans les journaux anciens du Québec. Ben là, tu utilises un second outil de BNQ, BNQ Journaux. Là, tu tapes Ambroise Cardinal, c'est un nom qui n'est pas commun. Recherche de proximité, donc les deux mots collés un avec l'autre. Avec la date de l'incarcération, là, tu te dis, je vais trouver de quoi? Meurtre! Hein? C'est pas un vol, c'est pas prostituée, puis ça passe dans le journal, c'est sûr. Hein? Évidemment, je l'ai fait. Alors, c'est ce que j'appelle le croisé des données. Alors, dans l'événement, le journal du 24 mars 1870, il y aura bientôt 155 ans. Il fallait que je compte. Alors, l'affaire, ça s'appelle l'affaire de Lorette. Les trois personnes inculpées dans le meurtre de Dion en 1866, 4 ans avant l'incarcération, ont été arrêtés hier à Lorette et enfermés durant la soirée dans la prison de cette ville. Ce sont Ambroise Cardinal, sa femme, Marie Dion et Joseph Cardinal. Donc, Joseph et Ambroise, on les a vus. Le magistrat de police a commencé ce matin l'enquête à huis clos. 2 témoins ont été entendus, puis l'enquête a été ajournée mercredi prochain afin de donner le temps de faire venir de Lavalvie l'institutrice qui aurait, dit-il, dit un jour à Ambroise Cardinal, tu sais bien que si je voulais, je te ferais prendre pour avoir tué le bonhomme Dion. Fin de citation. Ambroise Cardinal et Joseph Cardinal ont été renvoyés en prison et Marie Dion admise à caution. Donc, dans le journal, on relate leur incarcération en 1870 pour une affaire de 1866. Et là, toi, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé en 1866. Je te raconte. D'accord? Le bonhomme Dion, en question, dont j'oublie c'est François, dont j'oublie le prénom, il est là. Ici, je suis allé chercher dans un arbre public sur Ancestry. Je croise les données avec ce qu'on trouve généalogiquement sur Ancestry en même temps. Donc, tu as Ambroise Cardinal, Marie Dion. Et le petit bonhomme Dion ici, François, tu vois qu'il est mort en 1866 en haut. C'est une histoire d'héritage. Alors, le bonhomme Dion, François, aurait changé son testament en fin de vie. Bon, là, tu vas dire fin de vie, il avait 58 ans, là. Hein? Tu sais, il est mort en 66, mais il était né en 8. 66 moins 8, 58. Hein? On s'entend-tu que c'est pas vieux? Hein? Le bonhomme, il est intense un peu. C'est pas tant que ça. Alors, il aurait changé son testament et il aurait voulu changer son testament et juste avant qu'il change et qu'il le fasse signer par le notaire, pour déshériter sa fille Marie, ben, Ambroise Cardinal, son gendre, il l'aurait amené prendre une marche dans le bois. D'accord? Dans la longue queue. C'est où la longue queue? Dans Sainte-Claude. Où? Je ne le sais pas précisément. Concentre-toi, je ne sais pas c'est où exactement. Puis là, il serait arrivé quelque chose. Il y a 2 hypothèses. Il y a une chose qui est certaine à travers ces 2 hypothèses-là, je me fais dire pour moi, c'est que le bonhomme Dion, il est mort, ça c'est une certitude. Puis deuxièmement, non seulement il est mort, mais il s'est fait couper la tête. Le bonhomme Dion. Là, j'aurais pu te le découper aussi dans d'autres nouvelles, parce que c'est ça qui est arrivé. En fait, on a retrouvé
en 1866, le corps du bonhomme Dion, sans tête. Et apparemment, là, écoute, concentre-toi, là. Moi, je travaille avec des sources écrites. Moi, je n'invente rien. Okay? J'ai lu ce que je t'ai dit. Apparemment, en retrouvant le corps sans tête, on aurait laissé croire, il y a du cardinal là-dedans, on aurait laissé croire qu'il aurait été agressé par un animal sauvage. D'accord? Puis il y avait des lacérations sur le torse, apparemment, là, à la jonction de la tête. Là. Je ne sais pas trop où exactement. Pour laisser supposer qu'il aurait été mangé par un coyote, un loup, un ours, je ne sais pas quoi. OK? Et ou autre bête sauvage, qui sait? Hein? Puis, ben, la deuxième hypothèse, c'est que Ambroise Cardinal, son frère Joseph, avec la collaboration de Marie Dion, peut-être, je ne sais pas trop, ont tué le bonhomme, ils ont coupé la tête pour faire semblant qu'il a été dévoré par un animal sauvage, puis la tête n'a jamais été retrouvée. La tête a peut-être finalement été mangée par un animal sauvage. Chose certaine, le corps du bonhomme Dion a été retrouvé, et derrière cet événement-là, on a appris l'histoire du testament par la suite. Bon. Il avait perdu la tête de déshériter sa fille. Il avait perdu la tête de déshériter sa fille. Il n'aurait pas dû faire ça. Ça ne prend pas dans le tête à Papineau pour le savoir. Hein? En tout cas, les autres se sont dit deux têtes valent mieux qu'une. Bon, arrêtez-moi maintenant. Okay? Je vais continuer. Chose certaine, bon, là, je te dis, tu sais, des fois, je fais des recherches, puis à un moment donné, j'arrête, j'en fais une autre. Tu sais, j'aurais pu chercher plus sur le procès, tout ça, mais je ne l'ai pas fait. Mais chose certaine, il n'a pas passé le reste de sa vie en prison, Ambroise Cardinal, parce qu'il va finir sa vie, si je me souviens bien, à Saint-Uribe ou à Saint-Casimir, dans Port-Neuf, un de ces villages-là, relativement au nord, dans Port-Neuf. Voilà, tu sais. Bon, je ne sais pas s'il a hérité finalement du bonhomme Dion, mais voilà. Belle histoire, hein? Bien. Alors, évidemment, le registre en soi ne nous apprend pas tellement de choses, mais quand on croise les données avec plusieurs sources, là, ça devient fascinant. Évidemment, je l'ai fait pour quelques-uns de mes 42 champions, là, mais il y en a pour lesquels je ne trouve rien, hein, soit dit en passant, là. Il y en a des personnes qui ont été incarcérées que je ne trouve rien sur eux. Bon, mon deuxième, sur lequel je trouve quelque chose, il s'appelle Delphine Germain. Alors, lui aussi, c'est le fun. Delphine Germain, 29 ans, occupation trader. En 1885, le 11 juillet, lui a été incarcéré 2 fois, une autre fois en octobre aussi, après, de la même année. Donc, son offense, c'est vendre de la liqueur. Évidemment, ici, on n'entend pas par là du Pepsi, là. On entend de la liqueur là, pour être intempérant. On s'entend? Comme la commission des liqueurs, hein, bien connue par beaucoup d'entre vous ici ce soir. Alors, donc, il a été emprisonné quelques jours. Il a payé un montant, là. Sa peine a été payée un montant probablement de 106 et 15. Puis, ben, voilà. Delphine Germain, c'était pas un chic type, là, mais bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé par la suite? Dans le journal La Minerve du 10 juillet 1885, alors on raconte que le sergent Hart de la police provinciale et le gardien de la paix Cahouette de Saint-Sauveur ont fait l'année dernière une importante arrestation avec beaucoup d'adresses. Il y a quelque temps, ils sont sur la plainte de la municipalité de la Jeune-Lorette. Vous voyez, là, ça devient un indice, la municipalité de la Jeune-Lorette, là-dessus, qu'on pourrait chercher dans les archives de la ville de la Jeune-Lorette, qui sont détenues par la ville de Québec. Alors, on trouverait de quoi là-dessus. Donc, un nommé Delphine Germain était condamné sur la déposition d'un cultivateur de l'endroit du nom de Pierre-Michel Savard
à 75 d'amende et aux frais ou à 3 mois de prison pour vente de spiritueux sans licence. Comme Germain avait cru devoir s'abstenir de comparaître, la police fut alors chargée de l'arrêter afin de mettre la sentence à exécution. Mais le délinquant demeura introuvable. Or, comme on l'a annoncé déjà dans la nuit de vendredi dernier, un cheval a disparu de la ferme de Savard, qui a déposé une plainte au bureau de la paix. Le sergent Hart s'est mis à l'œuvre, il avait de fortes présomptions contre Germain. Il le soupçonnait. Lorsque la nuit dernière, il fut informé par le constable Cahouette qu'un individu de Saint-Sauveur nommé Lapierre était de retour d'un voyage qu'il venait de faire avec l'aubergiste condamné. Donc, on apprend que Delphine Germain était un aubergiste. Intéressant quand même. Sans perdre un instant, tous deux se rendirent chez Lapierre, qu'ils arrêtèrent et qu'ils leur racontèrent que vendredi soir, Germain était venu chez lui monté sur un cheval qui dit avoir échangé. Bonjour, je l'ai échangé. Hein? Il lui demanda merci, en même temps de lui prêter une voiture et de l'accompagner dans un voyage au sud. Ce à quoi il consentit. Calme-toi, le sud, c'est pas si loin. Ils partirent immédiatement, traversèrent à Lévis, samedi matin, et se rendirent à Buckland. Bien de moins que Buckland, contre une belle chasse, où Germain échangea le cheval pour une jument qu'il laissa ensuite chez un logeur nommé Brochu à Lévis. Puis ils traversèrent à Québec, ils s'en allèrent chacun chez soi. Après avoir mis la carrière en sûreté, Hart et Cahouette montèrent en toute hâte chez Germain à l'arrêt. Ils l'arrêtèrent sans entendre. Il a été écroué de suite. La carrière a été mise à caution. Le sergent Hart est parti pour reprendre possession du cheval volé à sa mort. Toute une histoire quand même. Bon là, malheureusement pour moi, et pour vous aussi peut-être, on ne sait pas sur quel lot Delphine Germain habitait. À un moment donné, il y a comme des limites. Moi, mon père était facteur, connaissait le monde par code postal là, dans la vie. Là. Puis, c'est ça. Dans quelques années, on va le savoir. On est en train de travailler là-dessus. Puis, ça m'a quand même titillé, là, Delphine Germain, aubergiste, là, en 1885. Il y avait une auberge là, près de la station de train dans Sainte-Claude, mais à l'appartement à Hydrolette. Il y en avait une dans le village ici, on n'est pas trop certain. On va le trouver. On va le trouver. J'en reparle la prochaine fois. On va savoir où il était et où son auberge. Ouais, c'est ça. Là, on l'a libéré sous caution. Ça veut dire, je crois bien que ça veut dire ça. Alors, voici pour mon deuxième champion. J'ai un troisième exemple. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Damas Ouellette. Alors, Damas Ouellette est un personnage super important localement, parce que Damas Ouellette va entre autres être marié à la paroisse Saint-Ambroise de la Jeunesse, d'une part. Son père, Pierre-Michel Ouellette, habitait probablement une des plus vieilles maisons du territoire de la Haute-Saint-Jean qui existe encore aujourd'hui. La vieille maison que l'on retrouve sur le rang Sainte-Claude, avec une toiture avec des pentes sur chacun de ses 4 côtés. Une maison reculée du chemin entre la jonction Sainte-Claude-Sainte-Geneviève et le bout de Sainte-Claude, vers l'autoroute, si on veut, à gauche quand on s'en va vers l'ouest. Mais vieille maison, j'en ai déjà parlé de cette maison-là. Lui, son fils Damas va aller habiter un peu plus haut, vers le lot numéro 270, plus ou moins. On va dire ça comme ça. Sur le bord, ouais, c'est ça, numéro 270. Alors, donc, en montant Piance, si tu veux, là, prends Piance, là, puis tu montes, tu arrives chez Damas Ouellette. Puis, ben, lui, Damas Ouellette, en fait, son terrain était un terrain sur lequel passait, quand il existait, le chemin à lisse de bois. Alors, je t'en ai déjà parlé, tu le connais peut-être, sinon, je t'en parle rapidement. À un moment donné, il y a des illuminés qui ont décidé de construire un chemin de fer, mais pas en fer en bois. Je ne sais pas comment on a appelé ça, un chemin de bois. Tu ne comprends pas quand je te dis ça, c'est un chemin de fer en bois. Qui n'est pas en fer, c'est en bois. Qui partait de Québec et qui montait jusqu'à Sainte-Catherine, de l'agent de quartier. D'accord? On l'appelait le Québec Gosford Railway.
Ce chemin à lisse de bois a existé 3 ans. 1870-1873. Le problème, c'était la pente. D'accord? La pente était relativement douce et son tracé était celui de à peu près de l'autoroute Henri IV. Okay? La pente était relativement douce, mais quand tu arrives à Sainte-Claude, Sainte-Geneviève, Sainte-Claude, là, wow, ça se met à monter un peu plus raide. Là. Je ne sais pas si tu le sais, là, mais quand le serein tombait, là, les roues, là, ils viraient de sourd. Le train n'était pas capable de monter ses listes de bois. Tu es obligé de mettre du sable sur ses rails, ses listes de bois pour que ça monte, tout ça. Fait que ça n'a pas duré longtemps. Mais le chemin, le tracé du chemin a passé sur la terre de Damas-Ouellet. C'est une chose. Quand le deuxième train a passé, le deuxième train étant le train que tu connais, que tu as connu, qui passe sur le corridor des cheminots. Mais avant qu'on utilise cette pente-là qui soit plus douce, et le Québec-Lac-Saint-Jean, ce chemin de fer-là, a racheté l'ancien tracé du chemin à lisse de bois. Et pendant un certain temps, ce tracé-là a été utilisé pour la construction du nouveau chemin de fer. Alors, à un moment donné, Damas-Ouellet voyait le chemin de fer passer sur son terrain. Damas-Ouellet, lui, il n'aimait pas ça. T'sais? Pas dans ma cour, tu connais ça, ce syndrome-là? Ça existait déjà à ce moment-là. Lui, une couple de fois, pas juste une fois, parce qu'on le retrouve dans le registre. Je pense que c'est 3 fois, Damas-Ouellet, dans les 42. Hein, quand on disait tantôt, là, les abonnés, ça me m'étonne. Damas-Ouellet sortait le soir avec ses pelles, ses outils, ses barracues. Il allait défaire le chemin de fer sur son terrain. Hein? Puis à un moment donné, il s'est fait pogner à défaire ça. Hein? Parce que j'ai fait venir d'autres sources pour m'informer par rapport à ça. Les sources autour de son procès, bien sûr, que nous avons ici au local, à côté. Finalement, il sera acquitté d'avoir défait le chemin de fer. Puis je t'explique pourquoi dans un instant. Mais avant qu'il soit acquitté et qu'on l'accuse et qu'on l'emprisonne, à un moment donné, on a fait comme un guet-apens. On s'est caché le soir derrière des buissons avec des complices. Puis on l'a regardé faire. Lui, il allait faire ça le soir. Il défaisait les rails et tout. Alors là, on ne l'a pas mis comme ça. Il a été arrêté, envoyé en prison. Pour finalement se rendre compte que le travail des arpenteurs avait été mal fait, que le chemin de fer passait illégalement sur son terrain. D'abord, c'est pas laissé faire. Hein? Il a eu raison d'aller défaire ça, finalement. Donc, il n'a pas été emprisonné, finalement, condamné pour avoir défait un chemin de fer. Bon, là, je te fais des suggestions dans la vie. Essaye pas ça. D'aller voir un chemin de fer. Renseigne-toi avant, fais arpenter, c'est important. Si jamais le chemin de fer passe chez vous. Alors, donc, tu vois, là, son offense, son délit, damaging a railway. Bon, il n'y en a pas beaucoup là, dans mes prisonniers qui ont fait ça. Alors, lui, oui. Puis, ben, il était sobre aussi. Puis, il ne savait pas écrire ni lire. Donc, il a incarcéré. Comment? Qui l'a incarcéré? L'honorable Alexandre Chauveau. Voilà, je ne suis pas certain c'est qui ça, l'honorable Alexandre Chauveau, mais je pense que c'est le fils de PJO Chauveau. Pierre-Joseph Olivier Chauveau, qui est le premier premier ministre du Québec. Alors, et qui venait passer ses étés en villégiature à Loretteville, dans ce qui est aujourd'hui la rue des Canards. La rue des Canards, dans le début de Châteauneuf, qui est la rue qui courbe. C'est une rue en courbe. Tu la connais, cette rue-là? C'est une rue qui fait un grand demi-cercle. Et pourquoi? Parce que c'est le tracé du chemin de fer qui montait jusqu'à Stoneham, cette rue-là. On peut tout savoir grâce à l'histoire. Je me suis dit te dire, concentre-toi, s'il te plaît. Alors, il passait ces étés-là sur le bord de la rivière Saint-Charles, dans une maison qui existe encore aujourd'hui, à peu près en face de l'arrêt de Loretteville, là, de l'autre côté de la rivière, dans une maison reculée du chemin, parce qu'elle était reculée du chemin de fer, vous comprenez bien. Donc, la famille Chauveau passait ses étés ici, dans une propriété qui était louée à Ludger Bastien. Boulevard, c'est au courant? Boulevard Bastien? Oui.
Numéro à côté de 673. Je ne pourrais pas dire exactement le numéro, mais pas loin de 673. Alors, dans l'événement du 15 juillet 1880, arrestation du détective Beaulieu et Grelette sont arrivés de Saint-Ambroise de la Générale, où ils ont arrêté sur warrant les nommés Damas Ouellet, Marie Falardeau, son épouse, et Denis Boissel, pour avoir enlevé sur la voie du chemin de fer du Nord les écrous au moyen desquels les listes sont assujetties. Bon, Denis Boissel, il était incarcéré en même temps que lui, fait que dans ma liste, j'ai Damas Ouellet, puis tout de suite après, j'ai Denis Boissel, parce que c'est en ordre chronologique, sont incarcérés en même temps. Donc, comme je te disais tantôt qu'on avait les documents du procès en 1880, donc en octobre, alors The Queen, Victoria, contre Damas Ouellet, Marie Falardeau, wife of Damas Ouellet, M. Denis Boissel. Puis là, ça raconte que c'est la page couverture des documents du procès, qu'ils ont brisé le chemin de fer, tout ça, blablabla. Puis il y a plusieurs pages, c'est super intéressant à lire, là, parce que c'est des témoignages là, écrits de voisins. Oui, le soir, on a vu un tel avec une lampe allée, puis il y avait un buisson, puis il s'est caché, etc., etc. C'est fascinant à lire, tout ça, là, autour de cet événement-là. Voilà. Puis, ici, je te montre un extrait du tracé du chemin à lisse de bois, de fer, le chemin à lisse de bois. Alors là, on est un petit peu plus au nord que les 40 arpents, si je puis dire. Puis, le tracé qu'on voit là, au centre en diagonale, c'est le chemin à lisse. Si tu vois bien ici, là, le nom qui est indiqué ici, Damas Ouellet, premièrement. Deuxièmement, j'attire ton attention ici, un peu plus haut. Cardinal. Alors, j'ai découpé la carte en me permettant de garder Cardinal en haut complètement. Donc, c'est le Cardinal dont je te parlais tantôt, là. Ambroise Cardinal, Joseph Cardinal et tout ça. Oui? Est-ce que le contenu des procès, est-ce que c'est disponible aussi? C'est certainement disponible, le contenu des procès. Présentement, il n'y a pas d'outils comme celui des incarcérations pour les trouver. Mais ces procès-là, dès qu'on lit une information dans un journal ancien, qu'on fait référence à un procès, un tel a été jugé, là, à ce moment-là, on peut contacter les archives nationales. Moi, je fais ça comme ça. On peut soit y aller sur place, ou moi, je leur écris par courriel. Je leur dis, écoutez, j'aurais besoin des documents numérisés du procès d'un tel, telle date, à tel endroit, avec le nom, plus d'informations que j'ai. Souvent, je leur découpe la nouvelle d'un journal ancien qui vient de chez eux aussi, les archives nationales. Puis eux autres, ils disent, OK, c'est correct, on a trouvé les documents. Il y a tant de pages, ça va coûter tant. Est-ce qu'on procède? Moi, je dis oui, on procède. Tac, quand c'est prêt de numériser ça, il m'envoie un courriel, je les appelle, je donne mon numéro de carte de crédit, puis il m'envoie les documents dans la minute. Puis ça, c'est peu importe la région au Québec. Là. Moi, je l'ai fait venir de la région de Montréal, en écrivant Archives nationales Montréal, Trois-Rivières aussi, tout ça. Dépendant dans quel district on est, tout ça est disponible, bien sûr. Par exemple, mon arrière-grand-oncle, lui, il a fabriqué de la fausse monnaie. Alors, il faisait des dizaines. C'est ça, dans 1895, si je me souviens bien. Alors, ils ont trouvé ça chez eux, puis ils décrivent tout. Là. On a trouvé des dizaines, on a trouvé les machines, à tel endroit dans la maison, puis il cachait ça dans son collet de chemise, des faux dizaines. C'est ça. Donc, tu sais, dès qu'on a une référence, un document comme ça, un procès, aux archives nationales, on les conserve. Même affaire là, avec les rapports du coroner, par exemple. L'affaire du bonhomme Dion, là, il y a un rapport du coroner qui a été fait par un médecin, je ne sais plus son nom, là, je ne l'ai pas commandé. Ouais. Des fois, parce que les rapports du coroner, ça peut être un peu cru. Allez, là, mais tu peux les faire venir également. On en a quelques-uns ici, mais j'ai déjà fait un mercredi d'histoire sur les rapports du coroner. Donc, il y a quelques personnages comme ça là, qu'on a fait venir, là, qu'on a lu. Là, puis mon arrière-grand-oncle, là, qui est mort, il est mort, c'est lui qui faisait la fausse monnaie, il y a un rapport du coroner sur lui. Aussi, c'est où, de quoi il est mort? Il est mort en fabriquant de la boisson chocolatée.
C'est ça. Il y avait un chaudron de mélasse. Le chaudron de mélasse a débordé. Ça l'a éteint la gazinière, la flamme. Mais le gaz a continué à sortir, puis sa femme et lui sont morts de ça. Ils ont retrouvé après plusieurs jours dans leur appartement. C'est ça. Le gaz a fini par se vider complètement, là, puis les autres, ils ont été gazés. Ils sont morts. On les a retrouvés quelques jours plus tard. Puis ce qui est encore plus drôle avec ça, je te parle de ça de même, là, mais c'est qu'il y avait un perroquet. Puis le perroquet n'est pas mort. Ben, oui. Puis on a des photos dans ma famille de mon arrière-grand-oncle avec le perroquet. D'accord. Puis on a aussi une photo dans le journal du perroquet qui a survécu. Ça, c'est capoté comme histoire. C'était pour référence à mon frère et à mes fils. C'était Henri Menu, le frère de Victor, notre arrière-grand-père. Alors donc, on a ici une carte. Donc, quand je dis croiser les sources, donc là, j'ai croisé la nouvelle dans le journal, la carte du chemin à l'Île de Bois, ainsi que le rapport des prisonniers, le registre des prisonniers. Donc, trois sources comme ça qui, ensemble, nous permettent de faire une histoire, de raconter une histoire, de connaître mieux notre territoire, de connaître mieux notre passé collectif. Bon, d'abord, Ouellette, après ça, je l'ai aussi, j'ai trouvé un arbre public sur Ancestry. Donc, d'abord, Ouellette, Marie Falardeau. Falardeau, dans ce coin-là, c'est juste des Falardeaux, là. Guillaume Falardeau, le fondateur des Falardeaux en Amérique du Nord, avait la dernière terre avant les 40 arpents. Puis, c'est fou de voir combien il y a de Falardeaux sur ces lots-là. Là. On est dans les 500, là, Bernard, 500. Damas Ouellette, c'est 506, je pense. 505, 506, à peu près, c'est ça. Alors, Damas Ouellette, fils de Damas Ouellette, dont on parle tantôt, qui était marié avec Marie-Albeuf Diboutet, qui avait la vieille maison dont je t'ai parlé tantôt. Puis, Damas Ouellette est marié à Marie Falardeau de Saint-Claude. Puis, ces Ouellettes-là aussi, il était marié avec des savards de la vieille maison. Là. Une sœur de Damas Ouellette était mariée avec un savard de la vieille maison Savard dans le bas de Giroux. En tout cas, ils sont tous mariés entre eux autres. C'est ça. Ouais. Puis là, pour ta satisfaction personnelle, j'ai fait une liste des 42 détenus de Saint-Ambroise. Puis, je vais te parler d'une couple d'eux autres aussi en cours de route. Alors, le premier, François Daigle. Alors, évidemment, quand on parle de Daigle, notre référence dans les Daigles, c'est Bernard. Bernard, tu connais François Daigle? Oui, pas personnellement. Quand je dis je connais, là, c'est ça. Donc, oui, c'est ça, François Daigle, 1867. Là, je t'ai juste marqué les noms. Puis ça, je vais la remettre à la Société d'histoire, la liste des 42. Donc, on aura ça dans une base de données, là, éventuellement. Alors, Moïse Picard qui venait de Naquet. Donc, on a les cardinals. Il n'y avait pas juste Joseph puis Ambroise, il y avait aussi Michel Cardinal. Donc, Ambroise Cardinal, à nouveau, le 19 avril 1870, de même que Michel Cardinal. Après ça, Joseph Sinclair, Hermine, il y a des filles aussi, quelques-unes. Hermine Odette, Louis Langlais, Jean Fréchette, Joseph Drolet et Marie Drolet. Mary McMacken, là, je l'ai regardée, elle, particulièrement, parce que de mémoire, elle était écossaise. Son origine, c'était l'Écosse, dans le registre. Mais elle habitait Saint-Ambroise. Et de mémoire, elle était incarcérée pour avoir vendu de la boisson. Marguerite Martel une deuxième fois. Elle était incarcérée 2 fois, 2 jours, 11 mars et 12 mars. Jean-Baptiste Provençal, Damas Ouellette, je viens d'en parler avec Denis Boissel. Jean Daigle. Bon, là, Jean Daigle, je vais t'en parler un petit peu, lui. Ça fait partie de mes personnages, là. Jean Daigle, je l'aime bien. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, là, j'ai l'impression qu'il est dans ma famille, quasiment. Jean Daigle, je sais exactement où il habitait. Nous savons exactement où il habitait. Tu connais la rue Verrette à Loretteville? La rue Verrette qui déborde dans Neuchâtel à partir de la rue Côte. Là, quand on descend, cette côte-là qui s'appelle la côte à Onésime, la côte Onésime, Savard, bien sûr. Puis juste avant d'arriver dans le bas de la côte Onésime, à gauche, il y a une petite rue.
La rue Marie-Savard. Ben, la maison au coin, là, est jaune aujourd'hui, là, qui fait face vers l'ouest, si on veut. Là. Cette maison-là, c'est drôle parce que son adresse est sur la rue Verrette, soit dit en passant, et pas sur la rue Marie-Savard. Ben ça, cette maison-là, c'est la maison de Jean d'Aigle. D'accord? Bon, Jean d'Aigle, là, il était forgeron. D'ailleurs, on l'indique, là, je ne te l'ai pas mise, là, mais on l'indique dans sa fiche métier forgeron. Bon, Jean d'Aigle, là, lui, il vendait de la boisson, lui aussi. Il vendait de la boisson, illégalement. C'est ça, il ne respectait pas les règles de la boisson. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce qu'il était ça? Comment? Est-ce qu'il était ça? Je ne l'ai pas vérifié, mais je croirais que non. Puis, de mémoire, Jean d'Aigle était marié avec. En tout cas, on y reviendra, mais Jean d'Aigle a une histoire particulière. Oui, Nathalie. En tout cas, pas grave. Deschamps. Nathalie Deschamps. Ils n'ont pas eu d'enfant. Puis, lorsqu'il meurt, en 1912, il meurt d'une manière violente. Il est chez lui, à cette maison, et il y a une charrette, là, je ne sais pas comment on appelle ça, là, une voiture à cheval, probablement qui descend à la côte à Onésime. Ça va? Côte Onésime. Et qui prend le mort aux dents. D'accord? Le dit Jean d'Aigle, sur son terrain, sur son perron, se fait frapper par la charrette, par le cheval de la charrette, je ne sais pas quoi exactement, tombe à terre, se fait le crâne, puis meurt quelques heures plus tard, en 1912. D'accord? Évidemment, c'est une mort violente. Qu'est-ce qui arrive avec une mort violente? On commande aux Archives nationales le rapport du coroner. Donc, on fait venir le rapport du coroner qui dit qu'il est mort d'une mort violente, d'une fracture du crâne, je ne sais pas quoi, blablabla, frappé par le cheval. Et la charrette, conduite par Joseph Cardinal. Oh! Hey! Hey, là, hein? Tout est dans tout. Tu comprends-tu? Fait que Cardinal, son cheval par un mort aux dents, frappe Jean d'Aigle. Puis là, dans la notice dans le journal ancien de la mort de Jean d'Aigle, un illustre personnage de la paroisse, ayant participé à la guerre américaine. Hein? Trop tôt. Il est né dans les années 1840. Fait que la guerre américaine, quand tu es né dans les années 1840, puis tu fais la guerre aux États-Unis, la guerre de sécession. Exact. Donc, Jean d'Aigle a fait la guerre de sécession. Et c'est là, probablement, qu'il a commencé à porter son surnom. Johnny. Le fond à Johnny. Alors, la petite rue Marie-Savard, hein? Cette petite rue, et mes enfants la connaissent bien, cette petite rue, parce que quand on allait les chercher à la garderie Fleur-des-Champs sur l'Ornière, et quand on venait pour monter sur la rue Verrette où j'habite, mes enfants disaient toujours « Papa, prends le petit chemin. » Il appelait ça le petit chemin, il aimait bien ça que je tourne dans le petit chemin. La rue Marie-Savard, connue avant 1935 sous le nom de Fond à Johnny. C'était le nom de la rue, le fond, comme un fond, là, à Johnny. Tout est dans tout. Vraiment, on comprend tout. Frappé par l'Ambroise Savard, il a fait la guerre américaine. Puis là, la semaine dernière, voyant que Donald Trump avait congédié la chef, je ne sais pas comment la nommer, la directrice générale des Archives nationales américaines, là, ça m'a fait penser à quelque chose. Hey, les Archives nationales américaines, pourquoi il l'a congédié? Parce que c'est elle qui a réclamé les documents avec lesquels il était parti à Mar-a-Lago, illégalement. Donc, elle a dit, ramenez-les, ça appartient aux Archives nationales. Il a dit non.
prend le pouvoir, il a congédié. Comme quoi, archiviste, c'est un peu brassé aussi, hein? Puis là, ben, là, ça m'a fait penser à ça. J'ai repensé à Johnny. Je dis, ah ouais, Johnny, fait. Je me suis abonné à la page Facebook, puis je leur ai écrit. Je dis, il y a un bonhomme, pas loin de chez nous, j'habite au Québec, qui est mort, qui a fait la guerre américaine, on dit qui. Puis là, c'est là que je suis rendu. Ils m'ont répondu, on dirait écrivez-nous par courriel, mais je ne l'ai pas fait encore, on va le faire. J'ai pas de punch encore. Mais ça s'en vient. Tu comprends-tu? C'est une autre affaire. Il y a des démarches de même qui. Tout est dans le Jean Daigle, 7 décembre 1882, au Boisson. Charles Laflamme, Jean l'Artifice, Joseph Savard et Thomas Savard, les deux la même journée, ça vous dit quelque chose. Évangéliste d'Aigle. Je pense que je ne l'avais pas envoyé celle-là. Hein? L'autre 283. L'autre 283. Là, il vient de me surprendre, je ne savais pas. Alors, bravo. Sur Sainte-Geneviève. OK. Tu sais, la vieille maison qui est loin du chemin, qui est partie au Nord. Oui, oui, oui. La petite maison, là. Son fils habitait. Ah ouais, ok, je Lui, il avait sa maison. Près de Saint-Michel. en montant puis en haut. Évangéliste d'Aigle. Oui. C'était le terrain où passe les tours. OK, les autres vidéos. Alors, Delphine Germain, 2 fois en juillet, le 20 octobre, on en a parlé tantôt. Alors, Cédère Savard, là, c'est ça. Pierre Savard, les deux dans la même journée. Souvent, c'est une affaire ensemble. Là. Tu sais, évidemment, on comprend bien quand ils font le même nom sur des casseroles la même journée. Après ça, Gabriel Bello, Siméon Cyprien Guillet, Jean-Baptiste Vital, François Savard. Là, vous voyez, son chronologique, on est rendu en 1896, il ne m'en reste pas beaucoup. Les derniers, Édouard Corot, jeune Corot, 4 jours d'écart, Louis Gosselin, Ferdinand Lirette, Jacques Falardeau, Joseph Sioui. Donc, évidemment, à partir du 20e siècle, le fichier Excel fait des dates de même. C'est comme ça. Pierre Rousseau, Edmond Caron et Alphonse Sauvé. Donc, ça s'arrête le 16 octobre 1903. Mais le registre se termine en 14. De 3 à 14, c'est une personne de la jeune Lorette de Saint-Ambroise qui a été incarcérée. Voilà. Les sources. Ah oui, une question? Ferdinand Lirette. Ouais. C'est-tu dactylo, lui? Probablement. Parce que les Lirettes, c'est la maison qui a été démolie sur l'ornière en bas, à droite, en descendant. Pas loin de chez Lauréat Couture, là, le mouton, là, la pancarte de mouton, c'est ce que je veux dire. On peut pas loin voir dans la vidéo de l'ornière, sûrement. En tout cas, oui, on va s'en parler. Mais il y avait une maison jaune, la maison Lirette, qui a été démolie un peu en bas du Stratos Pizzeria, à droite du chemin, pour faire des appartements. Et les Lirettes étaient là, dans cette maison-là. Puis c'est dans leur famille dactylo, Lirette dactylo, effectivement. Oui? Est-ce que le thème précédent, Oui? on voit Pierre Savard, 28 novembre 1887. Oui? Oui, j'habite dans le vieille maison. Je l'ai acheté. C'est Pierre Savard, 1896, que la maison a été construite. Oui? La question est tu sais-tu? C'est quelle maison, votre maison? C'est juste à côté du Bergeron. La rue du Buisson. Dans la rue du Buisson. Non, il y a ça, la rue du Buisson. C'est Maurice Barre. Oui, oui, je sais quelle rue. Ben, écoutez, on pourrait peut-être le savoir là, en allant voir sa fiche plus détaillée par la semaine, savoir c'est lequel. Parce que Savard, c'est le nom le plus courant dans le territoire de la Haute-Saint-Charles, à l'origine particulièrement. Là. Il ne savait pas écrire. On pourrait le tester tantôt. Là. On va éventuellement le faire à la conférence, mais on pourra tester son nom. On ira le voir tantôt ensemble. Si on a Internet, là, on ira le faire avec plaisir. Là, pour le plaisir de l'essayer un ou deux. Alors, excellente question. Puis, finalement, je t'ai rendu à vous présenter mes sources. Alors, essentiellement, le registre des prisonniers de 1813 à 1914 de BANQ, les cartes des plans de BANQ, les archives des journaux de BANQ, les fonds judiciaires pour le procès dans BANQ et mon abonnement à Ancestry. Évidemment,
C'est pas des archives de la Société d'histoire, mais c'est des archives qui intéressent la Société d'histoire pour nos 42 champions et championnes qui ont été incarcérés. Alors. Mais quand tu disais tantôt, Ouais, allez-y. que c'est ça le registre, on a juste 1914, c'est ça le registre. Après, on a. Ah, c'est une bonne question. On a le reste, sûrement, mais ils ne sont pas dans l'outil. Probablement que si vous avez quelqu'un dans vos familles qui a été incarcéré en 1925, ben, il y a des informations sur lui ou sur elle, c'est sûr. Mais là, il faut se déplacer aux archives pour aller les obtenir, probablement. Puis je ne sais pas s'il y a une prescription là, sur la durée et tout ça. Là, des fois, on n'a pas toujours accès là, à des trucs plus récents. Là. Comme par exemple les rapports du coroner, c'est jusqu'en 1967. À partir de 1967, il y a une restriction sur l'accès. Alors, si c'est quelqu'un de votre famille ou voulez avoir accès au rapport du coroner, vous pouvez. Mais si moi, je demande le rapport du coroner de quelqu'un qui est mort en 1972, ils ne me le fourniront pas. Ils vont probablement juste me fournir la conclusion, puis pas le détail. Mais avant 1967, comme notre oncle, il est mort en 1964 dans un accident d'auto, puis je n'avais jamais demandé le rapport du coroner, puis je l'ai fait venir, puis on l'a eu là, récemment, parce qu'il est en 64. C'est libre accès là, pour la recherche, puis pour des fins personnelles. Parce que ça dépend des. Ben, ça dépend du du on avait les baptistères, mais les sources, les baptêmes et tout ça, à un moment donné. Ouais, c'est ça. Baptême, mariage, c'est un peu sûr. C'est intéressant parce que c'est des données nominatives de monde qui vont être encore en vie. Comme les recensements du Canada, là, c'est pas le Québec, là, si je suis Québec, là, mais Canada, les recensements du Canada, ils sortent avec 92 ans. Comme le recensement de 1931, il est sorti en 2023. Avec la date de naissance, tout ça, puis il y a du monde encore potentiellement en vie qui pourrait se retrouver là, dans le recensement. Comme, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont connu le légendaire Eusèbe Martel. Alors, Eusèbe Martel, qui était aiguiseur de couteaux, qui est mort à 100 ans, un petit peu plus, qui vendait la vaisselle au marché aux puces de Chevalier-Colomb dans l'aréna, mais ça se voyait au kiosque à vaisselle. Puis, Eusèbe Martel, quand le recensement de 1921 est sorti, il était encore en vie. Peut-être celui de 1911, je ne sais plus là, quand est-ce qu'il est mort. Là. Les dates récentes, je ne suis pas bon, là, mais il est encore en vie finalement quand il y a le recensement sorti. Il y a une restriction à l'accès des informations qui est décidée par une réglementation de l'État québécois qui gère les archives nationales du Québec et de l'État canadien qui gère les archives nationales canadiennes. Puis, ben, tu sais, il y a des explications, comme je disais, le rapport du coroner, à un moment donné, on ne peut pas lire des affaires. Les rapports du coroner, des fois, c'est pas facile à lire. Là. Comme nous, on a ici dans nos archives celui de Bertha Baller, là. Vous l'avez peut-être connu, certains d'entre vous, là, qui avait un magasin de vêtements et de chapeaux au coin de Valcartier et Racine. Elle s'est fait frapper par 2 voitures en traversant la rue en 1962 ou 63 de mémoire. C'est assez plate à lire, là, je dirais. Parce qu'il y a des témoins qui racontent les détails. Ça, c'est une enquête. C'est pas le fun à lire. Je ne sais pas, je ne connais pas la restriction pour le registre des prisonniers après 1914. Mais vous voyez, vous avez vu au début on est passé de 7 à 14 parce qu'on a fait travailler des bénévoles, des employés d'été ou quelque chose comme ça pour rentrer les données de 7 autres années. Donc, on augmente comme ça des fois des outils. Là, si vous utilisez couramment des outils, là, vérifiez des fois, on les bonifie en augmentant les années. Comme le registre de l'État civil aussi, là, dans BNQ État civil, si on tape ça, ça c'est la copie de l'État et pas de la paroisse du registre. Ben, on arrête à peu près en 1916, je pense, l'accès public des registres d'État civil à BNQ État civil, là, dans les paroisses. Donc, la copie, on la limite en 1916. Donc, ce n'est pas accessible pour le public après pour des raisons de. C'est la loi sur la vie privée. Ouais, c'est ça. Là, Confidentialité. exact.
Oui, il y a une question de Denis Paul à l'arrière. L'an dernier, tu avais une dizaine d'années pour condamnation. Est-ce qu'ils ont changé de nom? Tu avais changé leur ville? Ben là, j'ai pas essayé plein d'autres noms. Là. Un coup, j'ai eu le filon pour Saint-Ambroise, je me suis concentré là-dessus, mais il y aurait plein de possibilités autres à utiliser. Peut-être que c'est une question de nom aussi, là. Honnêtement, ça se pourrait. Parce qu'il y en a une couple là, dans le registre, c'était écrit Saint-Ambroise, entre parenthèses, Lorette aussi. Mais quand on écrit Lorette, c'est plein de confusion parce qu'il y a aussi l'ancienne Lorette. Déjà, même aujourd'hui, quand tu dis que tu vis à Loretteville, vous avez tous déjà vécu ça. Là. Le monde est tout le temps bien mêlé. Tu restes à l'ancienne Lorette? Non. Hein? C'est ça. Fait que, il y a sans doute une confusion de ce côté-là. C'est dans ces années-là qu'on a. Ouais, mais c'est en 1913 qu'on a nommé Loretteville. Avant ça, ça s'appelait la municipalité du village de Saint-Ambroise à Jeune-Lorette depuis 1904, quand il s'est détaché du beigne, qui est devenu le trou de beigne. Ça, il t'a pas. Alors, ben, écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous rappelle que notre prochain rendez-vous, c'est au mois d'avril. La date exacte, c'est le 2 avril, merci beaucoup. Alors, mercredi 2 avril, le premier mercredi du mois, et qui sera question en ce moment de l'histoire de Val-Saint-Michel, donc précisément du territoire Val-Saint-Michel, qui fait partie de Val-Bélair aujourd'hui. Ça, c'est des lots 273 et plus, là. Ouais. 300. En tout cas, ouais, c'est ça. Des blagues de l'eau aussi. Alors, on va vous inviter à cette avant-dernière présentation de mercredi de l'histoire. Je vous rappelle aussi que s'il y en a qui veulent venir nous voir à notre local à côté, après la présentation, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Puis, avant que vous partiez aussi, puis partez pas tout de suite, levez-vous pas tout de suite, je vais dire au revoir aux gens à distance avant. On va vous demander quand on va finir de nous donner un petit coup de main pour ramasser les chaises et les empiler sur les chariots. Ben, je souhaite au revoir aux personnes à distance. Merci d'avoir été là ce soir. Si vous nous écoutez en reprise sur YouTube, ben, ça nous fait plaisir de vous entretenir sur cet outil intéressant donc, du registre des prisons de la région de Québec jusqu'en 1914.